Silence. Le lecteur soulève la couverture du livre. Le regard parcourt les signes, les pages se déplient. Une histoire commence. Histoire de livre. Réunis par le musée des lettres et manuscrits, des livres d'exception nous racontent 6 siècles de transformation de société, car le livre est miroir de nos identités, l'icône de nos valeurs. Alors que nous vivons l'ère du tout reproductible et consommable à l'infini, alors que sur l'écran de l'ordinateur émerge et s'estompe instantanément le multiple, l'histoire du livre, proposée ici, parle de l'unique, du fini, de la permanence. Le souffle de la voix devient écriture sous l'emprise de l'encre. L'encre est une onde que la plume du moine transforme en lettres. À l'image des géométries et architectures gothiques, les mots sont alignés. L'écriture s'impose. La loi s'énonce, religieuse, sur la peau des parchemins. C'est un voyage au cœur d'un objet de passion. Un objet fait de parchemin, de papier, d'encre, de lettres, de mots qui s'enchaînent et livrent des récits, de feuilles superposées et déliées, d'images faites de signes typographiques, d'illustrations asservies ou émancipées. Le livre, cet objet, a une histoire récente. Il s'impose pour que soit consignée l'écriture, transcription de la parole de Dieu. Il est la marque du passage obligé de l'oral à l'écrit. Le livre est une image, image de lettres, de mots, de figures, illustrations. Les pages sont composées selon des règles précises. Elles en hiérarchisent la lecture. Elles nous ordonnent une lecture. L'essor des enluminures et des miniatures à la fin du Moyen Âge, au XVe siècle, donne au livre une nouvelle temporalité. Au temps du récit des mots s'entrelace le temps du récit en figures. Les miniatures, comme celles qui illustrent l'Octovien de Saint-Gelais, sont de véritables récits. Destinés à la reine Anne de Bretagne en 1493, l'histoire transcrite du poète latin Ovide raconte le destin malheureux de femmes amoureuses. Cette histoire s'écrit sur un parchemin. Dans l'atelier d'Anne-Marie et Jean-Pierre Nicolini naissent les peaux, les plis et les pages de ces parchemins. Ils perpétuent des techniques ancestrales du travail de la peau, mouton, chèvre ou bien du veau mort-né pour le vélin. Leurs productions servent à la restauration de livres anciens, à la création de nouveaux ouvrages. La peau lavée, grattée, offre son étendue, géographie d'un corps, territoire à partager. Donc voilà une très belle peau très fine dans laquelle on va pouvoir tirer 3 doubles pages idéales. Alors la double page, elle va être déterminée par l'échine qu'on voit ici. On la voit bien. Enfin nous, en tout cas, on la voit bien. Donc on aura des doubles pages qui seront pliées par cette échine, c'est-à-dire qu'ils vont se déployer comme ça. Donc on avise et on dit à peu près dans ce futur parchemin, une double page ici, voilà, une ici, et puis une plus haut, et on aura certainement des chutes. Parce que quand on aura tiré les côtés, on s'aperçoit qu'effectivement il y a encore de la surface. Donc on aura en chute ici, utilitaire bien sûr, une bande et de l'autre côté également. Sur cette bande, on va écrire en colonne et puis ça fera donc un petit rouleau qui sera à rouler. Au Moyen-Âge, voilà. Mais le principal, dans cette feuille de parchemin, c'est de tirer vraiment 3 doubles pages. C'est une poudre très très fine parce qu'elle doit pénétrer dans le parchemin pour arriver à rendre opaque le parchemin.
Il y a deux périodes dans les parchemins. Il y a la période où on écrit sur des rouleaux, tout simplement, parce qu'on a un parchemin qui est pratiquement transparent. Donc, on ne peut pas écrire sur les deux faces. Donc là, on fait des rouleaux avec des bandes de parchemin qui sont cousues l'une au bout de l'autre. Et puis, la deuxième période, c'est celle des codex, donc des livres qu'on ouvre, parce qu'on a opacifié les pages et on peut écrire des deux côtés. Et l'opacification, c'est fait avec de la craie qui va pénétrer le parchemin et le rendre opaque. Alors quand on va découper les doubles pages à partir d'une peau, attention, il y a deux côtés sur une peau. Il y a le côté fleur qui est ici, et il y a le côté croûte, qui est l'autre côté qu'on a passé à la craie. Voilà. Alors le côté fleur correspond au côté poil, donc il est toujours coloré. Le côté croûte correspond au côté passé à la craie, donc il est uniformément blanc. Lorsqu'on va découper les doubles pages dans la peau, on va les plier en deux bien sûr, mais lorsqu'elles vont se présenter au scribe ou à l'enlumineur, donc elles vont se présenter de telle façon qu'on ait toujours de la fleur, ou toujours de la croûte, ou toujours de la fleur, ou toujours, bien sûr, au centre, de la croûte, par exemple. Voilà. De la peau animale, le parchemin, au végétal, le papier, chiffon broyé, tissu qui couvre le corps humain, le livre acquiert bientôt un nouveau support pour enfermer les écritures. La feuille de papier. Ce sont les Chinois qui ont inventé le papier il y a un petit peu plus de 2000 ans, c'était entre moins 200 et moins 300 ans avant Jésus-Christ. Puis ce secret est passé des Chinois aux Arabes lors de la bataille de Samarcande au milieu du 8e siècle. Et on dit que ce sont avec le retour des croisés lors de la dernière croisade de Saint-Louis que le secret de la fabrication serait revenu donc jusqu'ici dans nos régions. Ont inventé le papier en observant le travail des guêpes dites papetières. Donc, c'est-à-dire que pour fabriquer les rayons de leur nid, elles vont arracher des fibres végétales sur les plantes, les arbres, les feuilles, fabriquer une espèce de bouillie avec leurs mandibules et ainsi fabriquer les rayons de leur nid. Et ces rayons, en séchant, bien sûr, vont donner en fait des nids de papier. Mais ça, on le saura que plus tard, bien entendu. Une fois qu'on connaît le secret, on s'aperçoit que ce sont des fibres végétales mélangées avec de l'eau. Alors certes, il faut bien sûr rajouter de la colle dans cette pâte à papier pour qu'ensuite on puisse écrire ou imprimer sur le papier, parce que sinon on fabrique du papier buvard. Le papier, au départ, lorsqu'il a été inventé, et plus récemment en fait en France, donc à partir du XIVe, XVe siècle, a permis un essor de la diffusion du savoir. Vers 1450, l'Europe est au cœur d'importants bouleversements qui vont conduire à la Renaissance. L'essor du commerce, le développement des universités, le besoin d'échange des savoirs sont le cadre dans lequel Gutenberg, ancien orfèvre, met au point la typographie à caractère mobile. Gutenberg était un technicien, un inventeur, analogue à tous ces inventeurs qui ont, il y a une dizaine d'années, gravité autour des nouveaux médias, qui ont créé des start-up. Ces inventeurs, c'était déjà le cas au XVe siècle, n'avaient pas de moyens financiers, et donc ils se sont tournés vers des capitalistes qui étaient intéressés à investir dans les technologies nouvelles, comme on aurait dit. Il fallait des quantités phénoménales de papier, il fallait mettre au point les procédures de fabrication, il fallait une quantité de choses qui coûtaient, qui supposaient des investissements massifs. Un volume comme celui-ci coûtait certainement une somme non négligeable. Ça coûte moins cher qu'un manuscrit, c'est tiré probablement de 300 exemplaires, mais il est évident que ce n'est pas un objet courant que tout un chacun peut se procurer. Gutenberg a composé cette édition du Catholicon en 1460, imprimée par un de ses anciens compagnons, Peter Schoeffer, en 1469. C'est un incunable, c'est-à-dire un ouvrage qui a été imprimé juste après l'invention de l'imprimerie. Les incunables couvrent une période d'une cinquantaine d'années en moyenne, jusqu'à l'année 1501. Donc tout livre imprimé jusqu'à l'année 1501 incluse est un incunable.
C'est un manuel, si on peut dire, parce qu'il n'est pas très maniable, c'est un manuel pour l'apprentissage et l'enseignement du latin. C'est un vocabulaire. C'est un très beau papier. Et c'est vrai qu'il a été joliment enluminé avec des lettres ornées. C'est ce qu'on appelle des lettres à filigrane que vous avez là et qui étaient probablement faites dans l'atelier ou dans un atelier annexe de l'imprimerie. Les premiers livres imprimés sont calqués sur le modèle des manuscrits. Comme d'autres, à son époque, l'imprimeur typographe du Catholicon est un artisan de la lettre. Voici un autre incunable. Son édition fut une véritable entreprise, réalisée à Mayence par Peter Schoeffer, l'ancien collaborateur de Gutenberg. C'est l'Epistolae de Saint Jérôme. C'est la fin de la période de la reliure monastique, c'est-à-dire avec ces impressions à froid, et puis ces différentes ferronneries. On a donc un livre qui se présente debout de cette façon-là. Donc c'est un livre de très grande dimension et un livre extrêmement impressionnant. Alors on va l'ouvrir et ici on va s'apercevoir qu'il y a des enluminures. Dès la première page, donc, on trouve une superbe enluminure, une lettre ornée avec une grande antenne verticale. Et puis ensuite, vous avez une très belle gothique rotunda ici, qui est un des premiers caractères d'imprimerie utilisés à l'époque et qui permettait justement d'offrir une unité de style entre typographie et enluminure. Traducteur de la Bible, Saint Jérôme occupe une place prépondérante dans la religion catholique. Cet exemplaire met en valeur la richesse de l'imaginaire médiéval, avec ses personnages et ses décors floraux. Pendant longtemps, le manuscrit a été considéré comme quelque chose de plus précieux que l'imprimé. Quand vous étiez un prince, une personnalité considérable, que vous aviez de gros moyens financiers, etc., si vous aviez une bibliothèque, la norme, c'était d'avoir une bibliothèque de manuscrits. À la fin du XVe et au début du XVIe siècle, le livre d'heures est un livre de piété. Il scande les journées des chrétiens. Vers 1500, ce manuscrit, qu'on appelle également Heures de Petot, est encore réalisé sur vélin. Il est magnifiquement enluminé. 16 peintures, comme celle des saints, sont placées en début de chaque section des différents offices. Le texte est calligraphié sur 2 colonnes d'une écriture humanistique, une écriture nouvelle qui incarne les mouvements humanistes de la Renaissance. Et c'est aussi un manuscrit, ce qu'on appelle un manuscrit à système, c'est-à-dire un manuscrit où il y a donc une certaine élaboration en ce qui concerne l'architecture du livre, avec ses pages évidées. Et c'est des livres c'est un livre assez rare pour l'époque, sous cette forme en tout cas. Ils ont souvent un format de ce type-là parce que c'est destiné à être un objet censément portatif. C'est vraiment l'objet de piété. On l'a dans la pièce où on vit, dans la chambre, on l'a sous la main pour lire les heures au fil de la journée. C'est une sorte de bréviaire pour les laïcs. Les livres d'heures connaissent un grand succès, notamment dans le nord de l'Europe et à Paris. Vous aviez donc 2 libraires qui étaient notamment spécialisés dans la réalisation de ces livres d'heures. Et celui-ci a été réalisé donc pour cet éditeur libraire Simon Vostre et imprimé par Philippe Pigouchet. Simon Vostre l'a fait enluminer, a fait réaliser donc des miniatures. Ces miniatures sont attribuées au maître de l'Apocalypse rose, qui est un célèbre peintre de l'époque. Et on peut voir d'ailleurs ici, nous sommes en présence d'un peintre d'un talent exceptionnel. Tout est très très finement réalisé, avec un souci des détails, et vous avez même des perspectives ici étonnantes pour l'époque.
Et tout au long des pages, on retrouve donc à la fois des miniatures et des pages gravées avec ces petites histoires. Ces livres ont une forme tout à fait particulière parce qu'ils devaient correspondre à la clientèle des livres d'heures, qui était une clientèle de haut vol, disons, tout en offrant des objets peut-être certainement même un peu moins chers, moins onéreux que les manuscrits de luxe. Par dizaines de milliers d'exemplaires, on produisait des livres d'heures à Paris. Donc vous avez non pas du papier, mais du parchemin, c'est imprimé sur vélin, et c'est beaucoup plus difficile d'imprimer sur vélin que sur papier, ça veut dire que ça coûte plus cher, c'est plus difficile à utiliser, et puis ce sont des livres extrêmement illustrés, ce sont des bois gravés qu'on a ensuite fait passer à l'atelier de miniaturistes. Ce tableau est d'une telle qualité que si vous l'agrandissez pour faire un tableau d'1 mètre de côté, ça supporte cet agrandissement, ça fera un très beau tableau. C'est probablement les origines de la peinture de Chevalet. C'est à Venise, carrefour et centre du rayonnement des récentes cultures humanistes, que l'imprimeur Alde Manucci s'est établi. Entouré de lettrés, certains originaires de Byzance, il fait de son imprimerie un véritable laboratoire de création de typographie, dont la plus célèbre est un gracieux caractère semi-cursif, l'italique. Le principal intérêt de ce nouveau caractère est d'ordre économique. Il permettait à l'imprimeur de gagner de l'espace et d'abaisser ainsi les coûts de production d'un livre. On doit aussi à cet atelier d'imprimeur l'édition des tragédies de Sophocle. Elle est datée de 1502. Ce livre demanda à Aldemanus et à son graveur Francesco Griffo une véritable prouesse technique, graver des caractères grecs de toute petite taille. Ainsi, il réussit à faire tenir les 7 grandes tragédies de Sophocle dans le nouveau petit format in-12. C'est l'un des premiers libelli portatile, en somme, l'ancêtre de nos livres de poche actuels. En plein XVIIe siècle, l'océan ouvre maintenant les voies de l'inconnu. Le livre missionnaire va faire force de loi en terre indigène. Mais la page va devenir l'étendue où s'imprimera en Europe une nouvelle conception de l'homme, une représentation du monde transformé. La carte de géographie témoigne de ces changements. Cet atlas, peint sur un parchemin, est un portulan. Ces portulans étaient emportés sur les navires. Ils servaient d'outils de navigation. Certains portulans, comme celui-ci, étaient réalisés pour de riches commanditaires. Ici sont dessinés les ports et les reliefs des côtes de la Méditerranée. Au XVIIIe siècle, le livre imprimé prend un essor notable. C'est l'époque des nouveaux lieux de lecture, bibliothèques, cabinets de lecture. Apparaît la bibliophilie, le goût pour les livres de luxe. Des dynasties d'imprimeurs, libraires, relieurs et papetiers se créent. Le livre est depuis longtemps devenu une industrie culturelle. Mais il conserve ses lettres de noblesse en inscrivant en pleine page l'adaptation du genre noble, la peinture. Cette édition des œuvres de Molière est un exemple de livre à figure. Elle est illustrée par le peintre François Boucher, dont ce fut d'ailleurs la principale contribution au livre illustré. Ces dessins ont été transposés par les graveurs de taille douce au burin ou à l'eau forte, une technique en plein essor. La taille douce, au démarrage, c'était les orfèvres.
qui faisaient la taille douce. Hein. Les orfèvres ont toujours gravé. En Égypte, ils avaient pris une paille de... Enfin, on va dire un morceau de cuivre et ils gravaient. Donc c'était les orfèvres. Alors que les premières images qu'on a pu récupérer, qui étaient imprimées en tant que taille douce, imprimées sur une feuille de papier, c'est à peu près 15e siècle. Qu'ils avaient une technique et qu'ils savaient reproduire un tableau. Je dis bien reproduire, non, interpréter, parce que vous ne pouvez pas reproduire un tableau qui est fait à la peinture en gravure. Alors il y avait des ateliers entiers de graveurs, il y avait des graveurs qui savaient faire des ciels, donc on leur donnait la plaque, ils faisaient le ciel, il y avait des graveurs qui savaient faire la végétation, on leur donnait. Donc c'était des ateliers qui avaient, je sais pas moi, 10, 15, 20 graveurs. C'était plutôt des artisans comme nous. Voilà, très bien. Voilà. L'esprit du XVIIIe siècle règne sur ce livre des fables de Jean de La Fontaine, représentatif des livres de luxe de cette période. Chaque fable a été dessinée au lavis par le réputé peintre animalier Jean-Baptiste Oudry. La mise en scène est théâtrale. Les dessins sont interprétés, gravés à l'eau forte et au burin et imprimés. Chaque planche est coloriée à la main. En 1783, date à laquelle la gravure en couleur n'était pas au point, l'artisan qui a coloré ces gravures a su donner un rendu de tirage en couleur. C'est un ouvrage qui a coûté fort cher à l'époque, et donc qui a été commandité par un riche aristocrate qui a donc organisé une souscription. Sur les 300 de l'édition qui existent, un certain nombre d'exemplaires qui ont disparu malheureusement, mais il en reste peut-être un peu moins de 200 dans le monde, c'est le seul exemplaire qu'on connaisse qui a été colorié à la main. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert est le livre emblématique du siècle des Lumières. C'est une contribution majeure à l'histoire de la pensée et des connaissances humaines. Il incarne la puissance des libraires qui financent l'édition des 17 volumes de textes et 11 volumes de planches, et cela pendant 30 ans. Tous les métiers et leurs techniques sont expliqués de façon précise et illustrée. Par exemple, l'imprimerie, le papier, la reliure et puis d'autres métiers. C'est un travail monumental qui reste l'aventure éditoriale la plus importante de tous les temps. Voici une planche dépliante, comme il y en a beaucoup dans l'encyclopédie. Ici, l'imprimerie est à l'honneur. Chaque étape est minutieusement reproduite. L'illustration devient un outil analytique. Voici le composteur qui permet d'aligner les caractères. Ces caractères qui sont rangés puis posés sur la galée. On juxtapose les lignes, les unes sur les autres, pour composer une page. Pendant des siècles, ces caractères ont été disposés par ordre alphabétique dans le castin. Les lettres en plomb sont alignées dans le composteur. À l'origine, on a gravé la lettre sur le poinçon. Poinçon, matrice, plomb sont les formes qui portent en elles l'esprit de la lettre. Dans l'atelier des poinçons de l'Imprimerie nationale, Nelly Gabel reproduit à l'identique les poinçons des fontes historiques comme le Garamond, le Didot. C'est un travail minutieux car aucune erreur n'est permise.
vous êtes dans la chambre forte du cabinet des Poinçons. Dites-vous que dans ce lieu-là, il y a 230 000 pièces gravées, je dirais 230 000 poinçons typographiques. Il y a 700 000 pièces gravées, dont 500 000 classées monuments historiques. Tous les caractères latins sont en bas de ce meuble-là. Tous les caractères orientaux. Vous avez le monde entier ici. Donc c'est le cœur historique et artistique de l'imprimerie. Historique parce que c'est l'invention de Gutenberg. Il a mis au point cette invention du poinçon typographique en acier, la matrice en cuivre, et ensuite à partir de cette matrice réaliser les plombs. Donc cette partie avec les poinçons et les matrices, je vous montre une matrice qui est très importante, c'est du Cor 120. Ces pièces-là restent dans les fonderies. Ce que vous pouvez voir chez les imprimeurs, ce qui imprime donc vos beaux livres, ce sont les plombs, mais issus de ces pièces-là. La matrice, réalisée à partir du poinçon, est maintenant disposée dans la machine où le fondeur coule les plans, produits en série. Chaque lettre a toujours le même emplacement. Ça, c'est une casse, et ça, c'est les castins. D'ailleurs, il y a un plan de casse à l'imprimerie nationale. C'est toujours à la même place. Dans n'importe quel caractère, enfin latin, les lettres sont toujours à la même place. La révolution industrielle du 19e et la découverte de nouvelles techniques servent la création des livres d'exception. Le dessinateur Pierre-Joseph Redouté met son art au service de l'impératrice Joséphine de Beauharnais. Au château de Malmaison, il a le privilège de dessiner les quelques 250 espèces de roses qui illustrent son chef-d'œuvre, les roses. Ce papier vélin, il va permettre de restituer toute la délicatesse des coloris. Toutes ces roses ont été donc dessinées à l'aquarelle sur trait de crayon et ont été reproduites selon la gravure au pointillé qui a été mise au point par Pierre-Joseph Redouté lui-même. Il est allé jusqu'en Angleterre pour étudier justement cette technique de reproduction en couleur qui ne nécessitait qu'une seule planche. Il faut savoir que jusqu'à présent, pour obtenir des planches en couleur de cette qualité-là, il fallait un certain nombre de planches, autant de planches que de couleurs. Le XIXe siècle est marqué par de nombreuses révolutions. L'Europe vibre au son des revendications démocratiques. Et parmi ces révolutions,
Il y a celle de la place de l'artiste et celle de l'image dans le livre. Dans Sonnets et eaux-fortes, l'éditeur a voulu que soient confrontés, dans un même recueil, peintres graveurs et poètes contemporains. Ce sont les poètes qui, cette fois-ci, s'inspirent des illustrations pour composer leurs sonnets. Subtil bouleversement, ce n'est plus l'image qui illustre le texte, mais le texte qui illustre l'image. L'éditeur a fait appel à de nombreux artistes et poètes représentatifs de cette époque. Corot, Manet, Victor Hugo, Bracquemond rencontrent Lecomte de Lille, Heredia, Anatole France. Les artistes ont dessiné directement sur la plaque de cuivre. Ils valorisent ainsi l'eau-forte originale. Eaux-fortes et poèmes sont des œuvres originales réunies pour magnifier ce travail de création. Voici le livre confronté au monde des affiches et des journaux. La divulgation de l'information impose aux écrivains, aux éditeurs et aux artistes de repenser la relation texte-image. La lithographie va être un des outils de la liberté de création. La pierre étant mouillée, l'encre va repousser dans les blancs et sur l'image, l'encre grasse va s'accrocher en fixant l'image. Le Parallèlement de Paul Verlaine, le premier grand livre de peintre de l'histoire. Le texte a été imprimé par l'Imprimerie nationale et les lithographies l'ont été donc à l'imprimerie Auguste Clos. Le peintre Bonnard va donc travailler à même la pierre, c'est donc lui qui va réaliser ses propres illustrations sans autre intermédiaire, comme pour la gravure en taille douce ou la gravure sur bois. Là, il va lui-même dessiner son motif sur la pierre. Il va vraiment réaliser un livre à sa façon. Alors, en fait, l'histoire de ce livre, elle est très simple. Ambroise Vollard, marchand de tableaux, qui n'était donc pas éditeur, mais qui était un simple négociant de tableaux, qui représentait quand même des grands peintres à l'époque, puisqu'il a fait connaître Picasso, il a fait connaître Braque, il a fait connaître un très grand nombre de peintres. Et il va se lancer dans l'édition de livres de peintres. On est en 1900. Le premier grand livre qu'il va réaliser, ça va être un coup de maître, ça va être le Parallèlement de Verlaine. Il va demander donc à Pierre Bonnard d'illustrer ce livre. Il ne lui donnera pas d'instructions précises. Il va simplement choisir le caractère avec lequel va être imprimé le texte. Ce sera donc un garamond. Il va d'ailleurs remettre à l'honneur le garamond, qui est un caractère donc gravé, comme on le sait, par Claude Garamond au milieu du XVIe siècle, en 1540. Et donc, ce caractère, il va le remettre à l'honneur, il va le relancer grâce à ce livre, qui va connaître un certain succès. L'éditeur et l'illustrateur vont marier le texte et l'illustration, donc vont être mêlés l'une à l'autre et vont se fondre l'une dans l'autre. Vollard va s'impliquer fortement dans l'art du livre.
en orientant les artistes, mais aussi en les conseillant pour le choix de la typographie, parfois pour le choix du papier, pour la maquette. Il va y avoir une collaboration intense entre l'éditeur et ses artistes. Donc c'est un livre entièrement réalisé par Rouault, texte et illustration comprises, une maquette de Georges Roux également. Là, Rouault devient un véritable architecte du livre. À la fin du XIXe siècle, à partir de Mallarmé, déjà, on se rend compte que quelque chose dans le livre doit être regardé autrement. Le livre en a assez de rester dans son petit volume. Voilà, il éclate. Et au XXe siècle, c'est la révolution du livre. Alors, on passe d'un livre, disons, encore religieux, c'est-à-dire qui a accentué l'aspect message du livre, à un livre qui insiste davantage sur sa physique, sur son volume, sur sa matériologie, sur les transformations que l'on peut introduire à l'intérieur du volume, ou par la typographie, ou par la forme, ou par la reliure, etc. Donc, tous les éléments, si vous voulez, vont entrer dans une espèce de belligérance ou d'émulation entre eux. Et ça va être une sorte de feu d'artifice. L'image acquiert tout d'un coup une fonction beaucoup plus grande qu'elle n'avait jusqu'alors et se met à interroger le texte. Par exemple, Yves Perret appelait livre de dialogue ce genre de livre où le texte est interrogé par l'image. Pour la première fois, il ne s'agit pas d'un livre qui donne des préceptes, qui donne des ordres, qui est un livre de prière ou d'une histoire à laquelle il faut croire, mais au contraire, il faut regarder les formes, il faut toucher. Ce manuscrit qui avait disparu des livres, petit à petit revient dans l'imprimé. Hein. C'est-à-dire, on a un livre imprimé, mais ce qui est imprimé, c'est pas de la typographie, c'est pas la typographie post-gutenbergienne, mais c'est le vieux manuscrit qui revient sur le devant de la scène. Alors, un des livres les plus connus, c'est Jazz de Matisse, où il a entièrement dessiné le livre avec non seulement les illustrations, mais le texte à la main. Et là, vous voyez un magnifique livre de Dubuffet qui s'appelle La bonne femme à Bébert, donc où il a lui-même fait les illustrations et en même temps le texte manuscrit. Alors, ce texte manuscrit a cette particularité, c'est qu'il apparaît dans une langue, je dirais, illisible de visibilité. C'est-à-dire que les mots sont tellement gros et sont tellement accolés, agglutinés les uns aux autres, que on ne peut pas les lire comme un livre normal. Et là, on se rend compte que pour lire ce livre, eh bien, je dois ânonner comme un enfant parce qu'il est écrit sans orthographe et de façon phonétique. Il manque de respect. Donc, mais c'est surtout en entendant les sons qu'on est amené à lire que l'on peut découvrir ce texte, qui est un texte d'art brut, évidemment. Ce sont des illustrations un peu comme des graffitis, avec parfois des éléments sexuels très appuyés. Et donc, voilà, achevé d'imprimer au printemps 1950, dans le plus grand secret. Il va y avoir des typographies très différentes, inventives, très travaillées. Alors, on en voit par exemple, là, c'est un livre plus récent que ce dont je parlais au début, mais
C'est un livre donc de Le Cuir avec Lanskoï et on voit effectivement une immense typographie qui reste dans le pavé apparemment traditionnel, c'est-à-dire le rectangle, mais les marges ont entièrement disparu, ou enfin presque. Il y a un rapport physique avec le livre donc, qui s'introduit donc, au niveau de la forme du livre, puisque le livre n'est plus quelque chose d'habituel, comme celui qu'on feuillette au chevet, mais au contraire, il est un objet. Et d'ailleurs, il y a toute une catégorie du livre de création contemporaine qui s'appelle le livre-objet. C'est-à-dire qu'il y a un objet ou des objets qui accompagnent le livre et où le livre lui-même se trouve emboîté ou pris dans un objet. Le livre est un corps enveloppé dans sa couverture. Les relieurs parlent de corps d'ouvrage, de tête, dos, coiffe, nerfs, peau. La reliure lit la pliure de la double page de ce corps symétrique. Au fil des siècles, le travail des relieurs a évolué. Au Moyen-Âge, relieur-couvreur, protecteur du livre. Puis relieur d'horreur au service des rois. Enfin, relieur-auteur-artiste vers la fin du XIXe siècle. La reliure est l'esprit du corps du livre. Il t'a montré le chemin vers la grille et vers la clé, vers la porte à dépasser, vers ta femme et tes enfants, vers la place des visages, il te rend la liberté. Là, je travaille sur un livre de Paul Éluard, Au rendez-vous allemand. C'est un texte au rendez-vous allemand qui fait référence au camp de concentration, à tout ce qu'a provoqué le nazisme. Moi, je m'imprègne du livre et après, comme un improvisateur, je pense déjà au cuir de couvrure qui va me servir à protéger ce livre. Par exemple, là, je l'ai choisi. Et après, j'ai décidé de travailler sur tout ce qui était grillage, enfermement et tout ça. J'aime bien travailler comme un peintre. Donc là, je suis parti d'un cuir, justement, qui était caramel, comme ça. Et j'ai commencé déjà par faire une pré-teinture. Je voulais quelque chose, un aspect terre, un peu indéfinissable, qu'on soit entre la terre et les ténèbres, voilà, je cherchais le mot. Et après, j'ai appliqué de nouveau, une fois la teinture, une grille qui est une moustiquaire. J'aime bien travailler avec des matériaux qui sont communs et les détourner pour en faire des éléments décoratifs, pour arriver justement à ce que je suis en train de travailler, qui sera ma base décorative, qui est ici. Et sur cette grille, j'ai voulu restituer un peu l'univers carcéral, enfin dans mon imaginaire. Donc toutes ces parties scotchées vont se retrouver enlevées à la fin et vont permettre justement de surexposer cette partie qui sera beaucoup plus colorée et beaucoup plus serrée au niveau du motif. J'avais choisi le rouge justement pour symboliser tout ce qui était la souffrance. J'ai pris un cuivré justement qui est un peu éteint, qui fait plus penser à des fils de fer barbelés ou à des barreaux qu'à une dorure classique. Le titre sera pensé une fois le livre reliure terminé. C'est une fois que la couvrure sera faite, puisque il y a du cuir qui sera en trop. Là, ça va être coupé ici. Vous allez avoir là on a encore voilà, le format du livre étant comme ça. Vous voyez, tout ça, tout ce cuir-là va partir en s'arrêtant comme ça. Et il y a deux choses qui sont importantes, à mon avis, c'est que la reliure, même si elle est richement décorée, elle ne doit pas être fragile. On doit pouvoir la toucher, parce que le côté tactile a son importance dans la reliure, je pense. Et le fait qu'on puisse l'ouvrir totalement. C'est-à-dire que le bibliophile puisse vraiment en profiter et qu'il n'y ait pas une tension du côté dos pour qu'on puisse regarder les gravures, voilà les gravures presque à plat, comme si le livre était vraiment à plat. Le livre n'est plus considéré simplement comme un volume de pages empilées, mais comme une architecture. Et par exemple, on a là ici un livre avec Dorny qui est très joli parce qu'il est fait avec Paul Chemetov, qui est l'architecte, vous savez, qui a fait le ministère des Finances.
Le texte lui-même est fait au tampon. Alors, donc c'est une façon aussi de rappeler la typographie, mais de dire que la typographie est une imprimerie et donc quelque chose se dépose sur la page. Alors, toutes les polices de caractère qu'on ne regarde pas lorsqu'on lit un roman, et le livre d'artiste nous oblige maintenant à les regarder de près parce qu'elles ne sont pas équivalentes. En tout cas, nous voyons à ce moment-là le texte comme aussi une forme et un élément d'architecture. Alors, on a parlé donc de livres d'artistes, de livres de peintres, de livres-objets, de livres de création, de livres de dialogue. Moi, je dirais aussi le livre expérimental. C'est-à-dire, je pense que ce livre-là est le laboratoire du livre de demain. On est ici dans mon atelier de tirage. Alors c'est un atelier de tirage numérique. Et ce qui, moi, évidemment, m'intéresse, c'est de travailler avec des auteurs, des créateurs qui viennent s'essayer sur une nouvelle technique. Lithographie numérique ou tirage numérique. En fait, c'est du tirage numérique pigmentaire. Pourquoi pigmentaire? Parce que ce sont des encres à pigments, qui sont donc les mêmes encres que les mêmes pigments qu'on utilise pour la peinture, qui se conservent et qui ont une durabilité à la lumière. Et puis, numérique, c'est-à-dire du jet d'encre. Auparavant, j'ai beaucoup travaillé avec la lithographie. Moi, je suis d'une famille de lithographes, j'ai fait de la lithographie toute ma vie. Et les peintres venaient dans l'atelier de litho, dessinaient sur les pierres, on imprimait sur les vieilles presses. Il y avait presque un folklore, mais en même temps la beauté d'un vieux métier qu'on continuait avec des contemporains. Aujourd'hui, ils inventent leurs images avec les nouveaux procédés qui sont, à mon avis, aujourd'hui, ce qu'il y a de plus inventif pour imprimer l'image. Cette technique permet une fidélité de reproduction qui va bien au-delà de ce qu'on pouvait obtenir avant par les moyens de la trame, de la simili ou même de la lithographie. C'est une espèce de fidélité, mais en même temps de transposition qui va au-delà de ce que l'œil peut discerner. Bilal, ce qui est intéressant, c'est que, bon, il a fait beaucoup de livres. Là, c'est un livre un peu particulier parce que c'est un livre de bibliophilie, c'est au fond un livre de peintre. Il y a 14 planches qui sont donc des originaux qu'il a créés en format un peu plus grand, qui sont destinés à reproduire 14 extraits des morceaux choisis du livre. Si on regarde bien l'Odyssée, plus que l'Iliade, d'ailleurs l'Odyssée, c'est un grand angle, une courte focale, et on embrasse énormément de choses, énormément de paysages, énormément d'actions, énormément de personnages. Donc là, je me suis dit, je vais plutôt prendre une focale longue, je vais faire des plans relativement serrés sur des corps, sur des chairs, sur des peaux qui vont se toucher en évitant le plus possible l'anecdotique. Moi, j'ai fait un tri parmi les chants, ceux qui notamment mettaient en relation Ulysse avec les femmes, puisque c'était un petit peu ça le centre de ma démarche. Le pari, c'était d'essayer de trouver quelque chose de très focalisé, comme ça, avec un minimum de détails d'extérieur, mais plutôt essayer de retranscrire à travers les frôlements. Alors j'espère qu'on les sent, ces frôlements des personnages, des chairs. C'est vrai que c'est une technique révolutionnaire, qui est d'une précision, d'une sensualité incroyable. On retrouve vraiment la texture de ce qu'on a sous la main et lorsqu'on a sous les yeux, lorsqu'on est face à l'original. Et donc ça, c'était aussi un plaisir, à savoir, par exemple, qu'il n'y a aucune crainte, il n'y a aucune appréhension. On sait que ce qu'on va faire va ressortir. Ce qui intéresse beaucoup Bilal et la chose qui est le détail auquel il m'a demandé de faire très attention, c'est pas spécialement les couleurs, bon, même si les couleurs sont importantes, sont les blancs. Parce que le blanc, la valeur de blanc, le blanc sur blanc, on peut penser que c'est inimprimable, mais au fond, on le restitue. Et dans des dégradés, dans des finitions, alors il part sur des acryliques, ensuite il revient au blanc, il veut redonner cette lecture du blanc. Pour l'imprimeur, c'est un peu un défi d'imprimer un blanc, parce qu'on n'imprime pas le blanc, c'est le papier qui est blanc. Mais on doit restituer justement par des dégradés les valeurs, l'apparition du trait, l'effacement, l'apparition par le blanc. Alors, le blanc, c'est quelque chose qu'on ne voit pas immédiatement. On dit, tiens, les couleurs, le dessin, mais tout ce dessin, tout ce portrait, il existe par le blanc. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu dans toutes les planches. Bon, là, on a le portrait de Calypso, alors qui est avec Ulysse derrière, mais Calypso, voilà, c'est un visage qui apparaît justement par les blancs. Et
on a pas mal travaillé sur le choix du papier, parce qu'au départ, on avait envisagé de travailler sur un papier vélin d'Arche, qui est un papier qui a un grain, qui a une texture, qui est assez chaud, mais Enki Bilal trouvait que finalement la texture du papier venait un peu trop à l'inverse du dessin, alors que sur le papier japon, qui est du kozo beaucoup plus fin et beaucoup plus lisse, il y a une espèce de lumière à travers le papier, et ce qui lui a plu, c'est que justement on arrive à attraper cette lumière de son blanc sur le papier. Donc c'est un peu du non-imprimé qui va conditionner l'image et le rendu. Il y a une texture, il y a presque une troisième dimension, parce qu'il y a l'image qu'on voit imprimée, mais il y a une espèce de toucher de l'encre sur le papier, il y a la restitution de la couleur, et c'est ça qui va habiter les images. Ça ne va pas être simplement des reproductions d'un dessin, mais ça va être une matière comme un son particulier de cette encre sur ce papier.